Et bonjour à toutes et à tous, bonne année, meilleurs vœux pour ceux qui nous rejoignent et qui ne m'ont pas vu sur le dernier événement match. Voilà, j'avais pas souhaité à tout le monde la bonne année, on est là, on est bien, on est ensemble dans l'OM au café pour ma première dans cette émission cette année en 2025. Voilà, je suis ravi de vous retrouver. Vous avez pu revoir bien sûr Loïc, Slim et toute l'équipe. Voilà, je suis très content d'être avec vous ce matin, on va pouvoir débriefer un peu ce qui se passe à l'Olympique de Marseille, bien évidemment, le mercato, le match du Havre, le match de Rennes qui arrive, sujet libre, hein, évidemment, vous le savez, c'est une libre antenne, vous allez pouvoir également appeler dans quelques minutes. Voilà, juste avant, je voudrais remercier, mon beau neveu, je crois qu'on dit comme ça, Robin, qui a commandé au Papa Noël un très joli cadeau, voilà, très jolie tasse qui va nous accompagner dans cette émission, tasse olympique de Marseille. Voilà, donc voilà, ça fait plaisir. Une très belle tasse pour un très bel OM au café. Voilà, je le remercie vraiment beaucoup. Merci à toi, Robin. La vie est belle quand tout va bien à l'OM. C'est vrai, hein. C'est vrai, la vie est si belle quand tout va bien. Effectivement, et c'est ce qu'on je vais vous souhaiter, tiens, une belle et heureuse année à tous, tous nos viewers, tous nos fidèles, tous ceux qui nous découvrent aussi ce matin sur le Phocéen, parce que depuis qu'on arrive sur YouTube, voilà, vous êtes aussi de nombreux à découvrir. Il y a quoi dans la tasse? Il y avait du café. Ouais, regardez. Hop, je vous cache rien, hein, c'est des traces de café, c'est pas de l'alcool. On est là, on est bien. On boit pas quand même, faut pas déconner le matin, même s'il y en a qui le font évidemment, mais bon bref, faut pas piloquer là-dessus. C'est un bon petit café que je me suis fait avant l'émission. Est-ce que j'ai vu le talk d'hier avec Michel Liaga qui nous a vendu du rêve? Pas du tout. Et je comptais me le regarder tranquillement entre midi et deux en déjeunant. Voilà, donc je le ferai juste après cette émission. Mais oui, j'ai hâte de voir ce talk, évidemment. Je viens de me refaire l'action, tiens, c'est Choto. Je prends un peu vos messages dans le chat, évidemment, j'ai vu, hein, tous ceux qui me souhaitent la bonne année également, ça fait plaisir. Je viens de me refaire l'action du but de Garcia. J'ai pas aimé du tout l'attitude de Ro qui râle presque, qui traîne la patte pour rejoindre la célébration. Non, faut pas... Je comprends sa frustration de ne pas rentrer davantage, mais il faut avoir la tête à la gagne et au collectif, pas uniquement au stade perso. Non, mais je pense pas qu'il est là-dedans, Jonathan Rowe. Après, il faut se mettre à sa place. Depuis le début de saison, à chaque fois qu'il rentre, il est bon. Bon, là, il l'a pas été sur les 20 minutes qu'il a eu, mais franchement, à chaque fois qu'on le voit, il est intéressant. Il est déjà 5 fois décisif. Il est décisif. J'ai vu la stat tout à l'heure. Je me la suis créée, on va dire, hein, grâce à mon bac scientifique. Je déconne, bien sûr, tout le monde peut le faire. Mais si on prend le temps de jeu de Jonathan Rowe, il est à 424 minutes. Donc, tiens, je vais vous le faire en direct. Il a été décisif 5 fois, passeur ou buteur, en 424 minutes. Donc, vous faites 424 divisé par 5. Il est décisif toutes les 84 minutes. Donc, c'est extraordinaire. Moi, je trouve d'avoir cet aspect décisif-là. C'est-à-dire que s'il jouait à tous les matchs, 90 minutes, il serait techniquement, statistiquement, il serait décisif au moins une fois par match. Donc, je trouve ça assez fou comme stat. Donc, évidemment, quand on fait ce début de saison-là, avec des stats comme ça, quand on... et merci à Darknox, merci beaucoup. Quand on fait des stats comme ça, évidemment qu'on a envie de jouer plus, on estime mériter de jouer plus. Je pense qu'au fond de lui-même, il pensait qu'il aurait peut-être sa chance avec le forfait d'Højbjerg. Pourquoi pas faire reculer Rabiot, ce qui a été en deuxième mi-temps d'ailleurs, et aussi pareil, pourquoi c'est pas lui qui rentre à la place de Koné si tu prévois en plus de faire reculer Rabiot avec Rongier? J'ai un peu de difficulté à comprendre la gestion de Jonathan Rowe. On n'est pas à l'entraînement, ça c'est une phrase classique, mais c'est vrai. Moineau, merci pour ton abonnement et tu lances le train de la hype. Merci à ceux qui s'abonnent et que je ne vois pas dans le chat parce que j'ai pas les yeux à 100% sur le chat, on va dire à 80%. Mais ouais, quand bon, ok, il fait débuter Nadir parce qu'il veut pas déséquilibrer, laisser Rongier devant, etc. Mais à la mi-temps, qu'est-ce qu'il y a 3-0? Qu'est-ce qui t'empêche à ce moment-là de sortir Nadir et de faire glisser Rabiot? C'est ce que tu as fait en plus, puisqu'il a mis Ismaël Koné à la place de Rabiot techniquement sur la deuxième mi-temps. Donc je comprends pas trop.
bon, c'est comme ça, mais lui non plus doit pas comprendre. C'est-à-dire que si nous on comprend pas trop, déjà moi j'ai pas compris qu'il soit pas dans l'11 de départ avec le forfait d'Højbjerg. Bon, bravo Roberto De Zerbi, puisqu'en plus Bilal Nadir a été bon et a marqué, donc rien à dire, sans mauvais jeu de mots. Donc bien vu, merci Ludo pour ton abonnement. Mais au final, à la mi-temps, je comprends pas le choix. Voilà, c'est tout. Et je pense que si nous on le comprend pas, si moi je le comprends pas, Jonathan Rowe au fond de lui-même il comprend pas. C'est-à-dire que le gars il nous réalise le but à Lyon qui fait un peu basculer la saison dans une sécurité statistique et de classement. C'est-à-dire que si on avait perdu à Lyon ou si on avait fait match nul, on serait 3 points en moins et Lyon aurait 1 point en plus, donc on serait à 1 point de Lyon. Donc alors qu'on est à 5 points. Donc voilà, il rentre à Saint-Etienne, il est passeur décisif. Tu peux toutes les refaire. Hein. Il rentre contre Angers, il marque. Il rentre contre Reims, il est décisif sur l'action du but de Greenwood. Tu peux toutes te les refaire et tu vois que, allez, 3 entrées sur 4 de Jonathan Rowe, elles sont prolifiques. Et à Nantes, il est passeur décisif pour Mopé sur sa titularisation. À Montpellier, première minute, il est passeur décisif pour Wai. Bon. J'aurais mis Rowe à la place de qui? Non, mais moi, ce que je disais, c'est que dans l'avant-match, pour moi, si Højbjerg est forfait, c'est Rabiot qui doit le remplacer aux côtés de Rongier et Jonathan Rowe doit remplacer Rabiot dans le 11. C'était mon avis d'avant-match. Bon, je ne suis pas Roberto De Zerbi et il est bien meilleur que moi et il a bien eu raison de mettre Nadir, puisque tu gagnes, tu mènes 3-0 à la mi-temps. Donc, effectivement, bravo. Mais à ce moment-là, quand tu décides de faire sortir Nadir pour l'histoire des cartons, et que tu décides déjà de faire reculer Rabiot avec Rongier, puisqu'en deuxième mi-temps, on joue avec Rabiot, Rongier au milieu et Koné plus haut, ben à ce moment-là, c'est pas Koné, moi, que je fais rentrer, c'est quand même Jonathan Rowe, sur le mérite, sur tout ce qu'on dit, etc. Donc, voilà, c'est Foufa qui nous dit l'article de ce matin avec la déclat d'Amoros, c'était dans la Provence, effectivement, qui rejoint, et vous pouvez le retrouver dans la revue de presse, qui rejoint ce qu'on dit, difficile de briller pour un neuf dans ce système. C'est un peu ce que dit effectivement Amoros sur l'analyse de Rongier, de Wai, pardon. Bon, après, maintenant qu'on a dit ça, c'est pas très grave. C'est juste pour expliquer peut-être sa réaction, voilà, sur le but, quoi. Il est un peu frustré, voilà, il est déçu de jouer peu, alors qu'il pense, et je pense qu'il a raison, qui mérite de jouer davantage. Donc, et même statistiquement, et à chaque fois qu'on lui a donné de la confiance et qu'on lui a dit vas-y, fais-nous la différence, il l'a souvent faite. Donc voilà, je peux comprendre. C'était juste pour faire le petit point de Jonathan Rowe. Maintenant, je suis pas un Rowe boy, j'ai aucun problème. Moi, s'il doit être sur le banc, il est sur le banc. Tant qu'on gagne, ça me va très très bien. Et voilà. Est-ce qu'il n'a pas un problème de compréhension du système? Ne va-t-il pas trop dans la percussion pour Roberto De Zerbi? Oui, peut-être J-Bay, mais c'est bien aussi d'avoir des joueurs différents dans son effectif. Moi, je pense que Roberto De Zerbi, il est très content d'avoir Jonathan Rowe. Et ouais, Saona, t'as raison, il ne faudrait pas le perdre non plus. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je pense que qu'il a sa frustration, il va falloir la gérer. Parce qu'encore une fois, que Wai soit frustré de ne pas beaucoup jouer, ben Wai, il n'a pas forcément mérité. Koné, pareil. Brassier, évidemment, pareil. Mais Jonathan Rowe, sur tout ce qu'il fait, c'est quand même bien. Donc, ouais, moi, je suis assez comme Nico. Moi, Rowe, c'est pas comme Brassier. Ben ouais, mais je suis assez déçu qu'à chaque fois qu'il cite les joueurs qui doivent faire plus, il fasse une catégorie où il met Koné, Brassier, Wai et Imero dans la même catégorie, alors que pour moi ils sont pas du tout dans la même catégorie. Jonathan Rowe, il a prouvé des choses. Honnêtement, Jonathan Rowe, son début de saison, on peut pas dire grand chose de négatif. Donc j'aime beaucoup la question de Charlie, qui est très vicieuse, mais j'aime bien. Hello Romain, est-ce que l'OM fait exprès de retarder le transfert de Paul Lopez à Lens pour que Samba ne puisse pas être transféré tout de suite à Rennes et donc ne pas être qualifié contre nous samedi? J'aime bien cette question. J'aime bien cette question. Elle est vicieuse, elle est tout ce qu'on aime, évidemment. C'est pas impossible, mais je crois pas. Je crois que l'OM, ils sont pas là-dedans. Je pense que le problème de Paul Lopez, en fait, on va parler mercato un petit peu, mais oui, peut-être que Euro fout rien à l'entraînement. C'est vrai aussi, Mantis. C'est pour ça que je disais, je suis pas à l'entraînement, effectivement. Ouais,
mais on est d'accord, les copains. On est d'accord. Moi, je me fie à ce que je peux voir, c'est-à-dire les matchs. Et en termes de matchs, pour moi, Jonathan Rowe, bon, pour l'instant, il crève quand même pas mal l'écran. Donc, c'est pour ça que je le mets pas dans la même catégorie que les 3 autres. Mais peut-être que sur l'investissement à l'entraînement, c'est le cas. Même si Roberto De Zerbi dit toujours qu'il est content de l'investissement de toute son équipe. Donc, je pense qu'il n'y a pas de joueurs qui sont vraiment en train de traîner la patte à l'entraînement, etc. Je pense pas qu'il y ait ça dans l'équipe, mais peut-être qu'effectivement, sur des moments où il pourrait faire un truc, un déclic, quelque chose qui montre qu'il est prêt à 2000%, peut-être qu'il le montre pas. Bon, je sais pas. Oui, le mercato, donc Paul Lopez, l'histoire de Paul Lopez, c'est qu'il est prêté à Gérone. Mais pourquoi l'OM a du mal à accepter qu'il parte à Lens? En fait, c'est qu'il est prêté à Gérone et qu'actuellement, l'OM paye 0 € de son salaire. C'est-à-dire que Gérone a dit on le prend, prêt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indemnité de prêt qui arrive dans les caisses de l'OM, mais Gérone prend tout son salaire, qui est quand même de 280 000 balles par mois. Disons que sur 10 mois, ça fait quand même 2,8 millions. Donc, ces 2,8 millions, l'OM, il entend bien les économiser. Il n'avait pas prévu de devoir faire un peu de social sur Paul Lopez. Donc là, c'est quand même ce que fait l'OM. C'est-à-dire qu'il y a Paul Lopez. Tu veux aussi le revendre l'été prochain, parce que c'est le plan, il restera 1 an de contrat. Tu veux le vendre l'été prochain, il vaut mieux qu'il joue les 6 prochains mois. Donc il y a beaucoup de données qui rentrent en compte, qui font que le départ à Lens de Paul Lopez est une très bonne nouvelle pour l'OM. Mais Lens est dans un délire, pas un délire, mais dans une optique d'économie massive d'argent. Voilà, ils vont vendre Kouchanov, qui est un excellent joueur. Je le trouve très bon, je lui vois du Balerdi. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Kouchanov. Voilà, joueur que j'aime beaucoup, voilà, défenseur de Lens. Et ils vont le vendre cher, donc ils vont faire rentrer de l'argent. Ils vont vendre Samba. Voilà, il va y avoir de l'argent qui rentre, mais ils avaient un gros problème de trésorerie en début de saison. Donc, ils vont pas mettre leur but, c'est pas de mettre 280 000 € de salaire sur un gardien. Donc, c'est pour ça qu'il y a des discussions. Alors, est-ce que tu peux... L'OM a un levier quand même, c'est que... mais ça, c'est pas sorti, mais on sait comment ça marche dans le mercato. L'OM a acheté Eli Wahi avec un étalement du paiement. Peut-être que tu peux dire à Lens, vous payez pas le salaire de Lopez, on vous le donne, mais Wahi, on vous donnera l'équivalent du salaire de Lopez en moins sur le transfert de Wahi. Tu peux t'arranger comme ça, tu peux négocier, mais c'est des négociations longues qui font que tous les clubs veulent rentrer dans leurs frais. Et peut-être que l'OM, sur une tranche de paiement, au lieu de payer 3 millions, en paiera 2. Voilà. Donc c'est pour ça que ça négocie fort et que le prêt de Lopez prend du temps. Je pense pas que c'est un rapport direct, pour répondre à la question de tout à l'heure de Charlie. Je pense pas que c'est un rapport direct avec Samba. Néanmoins, ça arrange aussi l'OM si ça met une semaine au lieu de 2 jours. Puisqu'effectivement, Samba, s'il n'est pas à Lens, à Rennes jeudi, ne pourra pas jouer samedi. Et on jouera contre un Mandanda en difficulté actuellement. Donc, je trouve ça plutôt intéressant. Oui, il y a une rumeur Scamacca avec Loïc, on a regardé ça. Bon, ça semble pas très fondé pour l'instant. C'est pour ça qu'on l'a même pas mis sur le site, parce que la source originale et originelle est pas ultra fiable. Donc on verra. Après, ça m'étonnerait pas qu'on s'intéresse à Scamacca. C'est vrai que c'est le profil d'attaquant qui pourrait coller dans ce système-là. Un peu point de fixation, c'est quand même un très bon joueur. Donc c'est pas impossible, oui. Mais faut voir. D'après l'équipe, le salaire de Samba 500 000 € et Fofana 750 000 €. Alors c'est un peu moins à mon avis. J'ai entendu d'autres sources qui disaient plutôt 600 000, mais 600 000 c'est énorme pour Seko Fofana, et Samba 400 000. Écoute, Rennes c'est une énigme pour moi depuis des années, parce que si on avait un propriétaire comme la famille Pinault à l'OM, il y aurait des banderoles tous les week-ends, mais envoie les sous, qu'est-ce que tu fais, t'es le mec le plus riche de France et tu mets pas une thune dans notre équipe. Je veux dire, leur mercato, c'est Meister et Grönbeck l'été dernier, même si Grönbeck c'est un bon joueur. Je veux dire, à un moment donné, t'es la famille Pinault, t'envoies les sous, quoi. Donc peut-être qu'ils ont commencé à réfléchir à ça avec Sampaoli, que Sampaoli il a dû tenir ce discours, c'est que moi je viens, mais vous investissez massivement, sinon je viens pas. Voilà, donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, et
Et effectivement, il y a une dépense massive d'argent qui est prévue par Rennes. D'ailleurs, il faut faire attention quand même si je ne pense pas que l'OM cédera à ces sirènes-là. Mais Rongier, il y a une énorme volonté de Rennes de faire signer Rongier pour le mettre au milieu avec Fofana. C'est vrai que tu aurais Fofana et puis Rongier qui équilibre à côté, ça fait un milieu quand même très sympa. Rennes a proposé, il me semble, une quinzaine de millions d'euros. Ouais, je me suis blessé au doigt, effectivement, Nico, mais c'est rien de... Enfin, sur le coup, ça m'avait l'air grave, mais en fait, ça fait une semaine, donc ça cicatrise. C'est pas très grave, t'inquiète pas. Donc, je me demande effectivement, Nico, si Rennes n'est pas capable d'envoyer 30 millions d'euros pour essayer de convaincre l'OM de lâcher Rongier. Et après, c'est vrai qu'on est à 1 an et demi de la fin de son contrat. J'espère que... parce que De Zerbi a clairement fait comprendre qu'il ne voulait pas qu'il parte. Il a dit qu'il va falloir chercher ailleurs, il est intransférable, etc. Après, s'il y a une offre de 30 millions qui arrive sur le bureau de Pablo Longoria, il va y avoir des réunions où l'entente cordiale qui est réelle et l'entente totale qui est réelle depuis l'arrivée de Zerbi, ça fait 6 mois. Longoria, De Zerbi, Benassia, ça marche main dans la main. Ça se fait des câlins après les victoires, c'est incroyable comme ils s'entendent bien tous les trois. Mais s'il y a une offre de 30 millions qui arrive sur la table pour Rongier, je me demande quand même il va pas y avoir un peu de friture sur la ligne entre Longoria et le côté sportif qui est plutôt géré par De Zerbi, quoi. Donc je sais pas. 30 millions pour Rongier, t'es sûr que c'est au doigt que tu t'es blessé, Moreau? Alors, il y a deux choses. Je pense pas qu'il vaut 30 millions, mais je pense que Rennes est dans une logique de dépenses massives qui fait que, qu'à mon avis, ils sont prêts à aller jusque-là. Enfin, je dis à mon avis, c'est que j'ai 2-3 billes aussi qui me font dire que le dossier Rongier n'est pas totalement clos. Il faut savoir que l'été dernier, l'OM voulait s'en séparer. Il n'avait pas été mis dans le loft, mais il avait été proposé à des clubs, dont Rennes, puisqu'il y a une entente Massara-Benassia qui est quand même très bonne. Il ne l'avait pas fait. Il était encore question qu'il s'en aille avant qu'il reprenne sa place dans l'équipe à Lens, et de quelle manière. Il était question d'un départ cet hiver. Donc, pour beaucoup de raisons, Rongier n'est pas si intransférable que ça. Maintenant, je vous dirais quand même qu'à 90%, Rongier va rester à l'OM. Mais malgré tout, oui, il y a ce caprice de Sampaoli, nous dit ouais, mais c'est très juste. Écoutez, peut-être que je me trompe sur le montant, ça peut être 20-25 qu'ils vont proposer, tu vois, mais c'était pour dire que qu'il y aura peut-être cette offre-là qui va tomber, tu vois, donc à voir. En tout cas, Rennes a fait de Rongier une de ses priorités pour l'après Samba et Fofana dans ce mercato, donc à voir. Et le problème, c'est que dans notre effectif actuellement, Rongier, il remplit quand même vachement bien sa mission. Donc, ils ont dit ça dans l'after, Karl Kroos, tu vois. Sur l'after, ils disaient qu'ils étaient prêts à mettre beaucoup sur la table pour arracher Rongier, quoi qu'il en coûte, tu vois. On est là-dedans, hein, on a un peu les mêmes infos, mais bon, on verra. Le problème, c'est que... en fait, en l'état actuel des choses, je pense que Rongier est intransférable, à moins d'une folie d'un club. Et 30, 35, 40 millions, ça serait une folie, mais bon, on ne sait jamais. Hein. Donc, en l'état actuel des choses, Rongier, pour moi, il est intransférable, et je pense que pour tout le monde au club, il l'est. Par contre, cet été, l'été qui arrive, quand il n'y aura plus qu'un an de contrat, ça sera le moment de lui dire au revoir, sans doute. Et on aura le temps, Roberto De Zerbi aura le temps de reconstruire quelque chose de cohérent pour trouver un équilibre pour la saison prochaine. Donc, bon, ou alors de le prolonger. Mais... je pense que ça ne sera pas pour cet hiver. Pour ce qui est des autres dossiers mercato, puisqu'on y est, les amis, on va égrener tout ça. À Brassier, ça va partir. L'OM n'aura pas de problème normalement pour s'entendre avec Brest en bonne intelligence. Brest, de toute façon, va encaisser les sous, donc ça ne changera rien pour eux. Par contre, pour Brassier, ça change beaucoup de choses, puisque au lieu de passer 6 mois sur le banc ou en tribune, il va peut-être trouver un club pour jouer. L'OM va rentrer dans ses sous et ne perdra pas d'argent dans le dossier Brassier, sauf le salaire du joueur qu'on a payé pendant 5 mois. Mais sinon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème.
Combien on peut en tirer de Brassier, on va en tirer rien du tout. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas échanger le prêt. C'est-à-dire que le prêt avec option d'achat de 11 millions, au final, c'est pas toi qui va le payer, les 11 millions. C'est-à-dire que tu vas trouver un club qui va récupérer le prêt et qui va payer les 11 millions à la fin de la saison. Et sur le profil Brassier, ça va pas être difficile d'en trouver parce qu'il y avait vraiment déjà beaucoup de monde cet été dessus. Donc voilà. Non, je suis d'accord, Loulou. Normalement, il n'y aura pas de transfert de Rongier cet hiver, mais on n'est pas à l'abri, voilà, parce que Rennes, on le dit, fait n'importe quoi. Enfin, fait n'importe quoi. Rennes voulait absolument renforcer cette équipe cet hiver. Les 2 premiers dossiers qu'ils ont fait, ils y sont allés très fort, que ce soit dans le salaire ou dans le transfert, c'est Seko Fofana et c'est Brice Samba. Voilà, donc quand tu vois le montant des salaires et même des transferts, parce que Fofana, il l'achète plus de 20 millions, Samba, ils l'achèteront 15. Voilà, donc c'est quand même. Et Brassier, ça peut être Rennes d'ailleurs. Hein. Je vois qu'on me demande c'est quoi les rumeurs pour Brassier. Effectivement, Rennes cherche un stopper gauche, donc ça me surprendrait pas qu'il y aille. Autre joueur qui plaisait beaucoup à Rennes l'été dernier, c'est Bamo Meïté. Même chose, ça me surprendrait pas que Sampaoli aille chercher un ou deux Marseillais cet hiver. Ça peut nous arranger même si il nous prend Brassier et Meïté, même si c'est 2 bons joueurs, surtout Meïté qui a montré des choses à l'OM que Brassier n'a pas montré. Mais non, Fofana, c'est pas gratuit, Jojop. Il y a un transfert. Il y a un transfert pour Seko Fofana. L'arrivée de Luis Felipe enterre-t-elle définitivement le départ de Rongier? Oui, le départ de Meïté. Oui, Luis Felipe. De toute façon, je l'avais dit avant le mercato, le plan de l'OM, c'était de se débarrasser, entre guillemets, de 3-4 joueurs et d'en recruter 2. Un défensif, un offensif. Je pense que le défensif, on l'a trouvé avec Luis Felipe, qui arrive gratuit, enfin libre. Donc c'est quand même pas mauvais. Même si je suis pas totalement fan du profil, ça c'est autre chose, mais bon, c'est pas un joueur qui me fait totalement, qui me rassure totalement, que ça soit sur la capacité à enchaîner les matchs et sur au niveau du physique et même sur la qualité de ces matchs. Voilà, après on a des joueurs qui sont poussés vers la sortie. Alors il y aura pas de loft cet hiver. Même si il y a Chancel Mbemba toujours qui est toujours mis à l'écart, mais donc il y aura toujours cette volonté de se séparer de 3-4 joueurs, donc Brassier, Mbemba, Meïté pour les défenseurs. Les autres défenseurs, ça devrait pas bouger, à moins qu'il y ait une offre pour Paul Lirola, auquel cas on pourrait peut-être prendre un arrière droit, mais c'est pas prévu pour l'instant. Et puis Luis Felipe nous permet aussi de pouvoir imaginer Murillo capable de jouer le poste d'Henrique, etc. Donc au final on est plutôt bien, avec Lirola aussi qui peut le faire, donc voilà. On est là-dessus, voilà, donc une arrivée de Luis Felipe, 3 départs souhaités en défense, c'est Meïté, Bemba et Brassier, ce qui nous permettrait déjà de récupérer de l'argent de transfert, c'est-à-dire que tu vendrais Meïté et Brassier et Mbemba, tu essaierais peut-être pas le vendre, mais de récupérer des sous dessus. Ensuite, maintenant qu'on a dit ça, il y a d'autres postes où l'OM maintenant ce schéma il a été adopté, donc maintenant il y a des postes où l'OM est en surnombre. C'est le poste de milieu offensif. On a Jonathan Rowe, on a maintenant Ismaël Koné qui joue plutôt à ce poste-là. On a, je parle pour les remplaçants, on a évidemment aussi Amin Harit. Donc des départs dans ce secteur-là sont prévus. Alors, je vais vous expliquer pourquoi Mbemba, c'est possible qu'il parte quand même. Je vais commencer par ça, puisqu'on finit le dossier. Mbemba partira pas, il veut une prime à la signature cet été. Mbemba, il lâchera pas l'affaire. Alors, ok, c'est vrai. Après, la prime à signature, il peut l'avoir tout de suite aussi. Si si tu dis on le laisse libre, on économise son salaire, bon, ça peut nous faire gagner 1 ou 2 millions. Je pense que ça peut être pas négligeable dans un dossier perdu d'avance. Et puis Mbemba, à la différence de la phase aller où il a joué 5 matchs pleins en sélection, ce qui fait, par exemple, vous voyez, le temps de jeu d'Mbemba.
En sélection, etc., il est à 450 minutes. 450 minutes, si on prend le temps de jeu des joueurs de l'OM, je l'ai déjà fait une fois, mais on va compter aussi les sélections, puisque la dernière fois vous m'aviez fait la remarque et c'était juste. Mais 450 minutes jouées pour Mbemba sur la phase aller, c'est plus qu'Ulysse Garcia, qui a joué 430 minutes. C'est plus que Paul Lirola, qui en a joué 359. Voilà, il a joué quand même au final. C'est plus que... Non, c'est pas plus, mais c'est quasiment comme Amin Harit. C'est plus qu'Ismaël Koné. Voilà, donc c'est plus que Jonathan Rowe, qui a aussi une sélection avec les espoirs, donc c'est à peu près pareil. Mais voilà, donc il a quand même joué dans cette phase d'aller. Oui, certes, contre la Tanzanie, l'Éthiopie, la Guinée, bien sûr, Macar le nul, mais malgré tout, il a joué. C'est-à-dire que tous les mois, il jouait 2 matchs. En gros, hein, septembre, octobre, novembre. Le truc, c'est que là, d'ici la fin de l'année, il n'y a que 2 matchs internationaux. Donc ça veut dire que si Mbemba part pas en janvier, de novembre à juin, il va jouer 2 matchs. Donc c'est quand même une donne assez différente, je trouve, par rapport à la phase aller. Donc même pour lui. On continue avec le mercato. Après, je prendrai vos appels. On peut peut-être commencer à mettre le numéro, Loïc. Je pense qu'il n'y aura pas de mouvement pour Eli Wahi. Hein. On devrait rester comme ça cette fois-ci. Et puis on aura, voilà, peut-être probablement le départ d'Amin Harit et ou Ismaël Koné. Koné, ça pourrait être un prêt. Il y a des clubs qui sont déjà intéressés pour le récupérer en prêt. L'OM, je pense que c'est tout dans l'intérêt de l'OM de le prêter, puisque pour l'instant, il n'y arrive pas. Que ce soit pour ne pas qu'il perde de valeur marchande, le relancer peut-être aussi. On voit les retours de prêt d'Enrique, d'Ocampos. Ça peut arriver qu'un mec revienne, même Lirola, hein, qui est revenu un peu mieux de son dernier prêt. Voilà, donc ça peut être intéressant de le prêter. Donc je pense que Koné va partir en prêt et que peut-être Harit va partir définitivement. Même si la blessure d'Harit musculaire contractée samedi, alors que lui aussi était peut-être titularisable pour le match, au même titre qu'un Jonathan Rowe, ça pouvait être Harit qui remplace Rabiot et Rabiot qui remplace Højbjerg au milieu, mais il s'est blessé, donc je ne sais pas si avec une blessure ça va être facile de faire partir Harit. Donc je parierais plus sur un départ d'Ismaël Koné. Voilà. La piste Danilo est-elle définitivement terminée? Oui, je pense que l'idée Danilo, maintenant, est-ce que entasser les défenseurs centraux, c'est bien utile? Danilo, c'est un mec qui a beaucoup d'expérience, qui a 33 ans, mais on parle pas du Danilo de Paris, hein, on parle du Danilo de la Juve, je précise quand même. Pourquoi ce ne sont que des prêts et pas des transferts secs avec du cash? Parce que Jay, le mercato d'hiver c'est difficile. La plupart des clubs n'ont pas de trésorerie, notamment en Ligue 1. Ils cherchent de l'argent. Donc il y a très peu de clubs qui sont capables d'envoyer 12-15 millions d'euros sur un joueur. C'est pour ça qu'on parle plus de prêts que de transferts. Donc James Rodriguez, c'est une opportunité de marché pour Benatia. Je pense qu'il est un peu bouilli, James Rodriguez, pour être très honnête. Ça ne m'enchante pas. Voilà. Rennes va peut-être proposer 50 millions pour Nadir. Non, je pense quand même pas. Même si Nadir, je ne dis pas de bêtises, mais il a déjà côtoyé Sampaoli. Non, pas forcément. Non, Nadir, c'était un peu plus après, même si il l'a côtoyé, mais Sampaoli avait plus confiance en Targaline pour faire des entrées en jeu. Voilà, donc non, j'ai dit une bêtise. Un départ de Blanco, oui, bien sûr, Blanco va partir. Je ne sais pas sous quelle forme, mais pour lui et pour l'OM, il vaut mieux qu'il parte. Donc on cherche évidemment activement une porte de sortie. Et dans ce domaine-là, il faut reconnaître à Longoria un certain talent, c'est qu'il arrive toujours à refourguer les joueurs un peu durs à refourguer, tu vois. Trouver une porte de sortie à Paul Lopez cet été, c'était pas facile. Trouver une porte de sortie à Luis Suarez l'année dernière, là, il y a 2 ans, c'était pas facile. Il y arrive quand même globalement, même si financièrement, on tombe pas toujours sur nos pattes. Vitinha, 16 millions quand même au Genoa. L'erreur initiale, elle est de l'OM, mais bon, quand même plutôt pas trop mal réparé, même si tu as perdu de l'argent. Si départ de Harit, Koné, Brassier, Meïté, risque-t-on pas de s'affaiblir un peu trop, surtout en cas de blessure de certains titulaires? C'est toute la question. Maintenant, voilà, Bilal Nadir, il a montré que il n'était pas attendu dans le truc à la base. À la base, on jouait avec 4 joueurs offensifs, on joue plus qu'avec 3, dont Rabiot. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir tous ces joueurs offensifs? Moi, je pense pas.
Donc oui, ça fait beaucoup de joueurs. Ils partiront pas tous. Je vous donne la liste, en fait, une sorte de liste des transférables, comme on peut faire dans les jeux vidéo. Mais ça marche pas forcément comme ça. En tout cas, les autres joueurs devraient pas bouger. À moins d'offres mirobolantes, voilà, évidemment, l'OM, c'est un club comme les autres qui a aussi besoin d'argent pour continuer à avancer. Donc évidemment que... Voilà. Alors pour les arrivées maintenant, si on fait partir ces joueurs-là, notamment Koné et Harit, pourrait y avoir un renfort offensif. C'est pas absolument sûr, mais l'OM réfléchit à cette hypothèse. Donc c'est pas impossible qu'on recrute un milieu offensif. Maintenant, j'en vois pas forcément l'utilité parce que voilà, hein, sur le banc il y a un Jonathan Rowe qui donne satisfaction. Il y a éventuellement un Harit statistiquement sur le début de saison est quand même pas dégueulasse avec 5 actions décisives en 8 matchs. Bon, on verra. Le Genoa peut pas nous reprendre 1 ou 2 joueurs cet hiver, c'est pas écarté. Et quand je dis joueur offensif, oui, voilà, ça peut aussi être Pogba, Loïc Lucho, Lucho, pardon. Ça peut aussi être Pogba parce que Pogba, on sait qu'il y a toujours cette petite rumeur, ce petit bruit qui court. Et moi, je serais quand même pas surpris qu'on essaye. Voilà. Donc, on est dans ce mercato-là. C'est pas surprenant qu'on ait recruté Luis Felipe. Ce qui est surprenant, c'est l'identité du joueur. Le profil n'est pas plus surprenant que ça. Mais l'identité, oui. Tu penses qu'on vendra Kondogbia cet été? Mais ça dépend. Les amis, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend des offres. Est-ce que, par exemple, un club saoudien va pas venir pour nous le recruter? Enfin voilà, ça dépend de plein de trucs. Je veux dire, tu peux pas te projeter plus que ça. Je crois que Kondogbia, en plus, il a 2 ans et demi de contrat encore, contrairement à un Rongier. Moi, je pense qu'on va revendre Rongier cet été, par exemple. Ça me paraît, à moins qu'il fasse une deuxième partie de saison où il marche sur l'eau et où là, tu vas le prolonger. Mais bon. Rashford, ça se tente. Rashford, c'est pareil, c'est un super joueur. Donc, s'il y a une opportunité, ils vont la tenter. Mais je pense pas que Rashford soit très intéressé pour venir à l'OM, même s'il connaît Greenwood, que ça peut aider. Je suis pas certain. Mais je pense effectivement, oui, Dizzy, que l'OM fera rien cet hiver pour envoyer un max cet été. Oui, j'y crois plutôt parce que. Alors, juste, je vais revenir sur ça après, mais sur ta question, mais App 65, mais oui, je pense que c'est possible. En tout cas, rien de mirobolant. Ouais. Ça peut quand même le faire pour tu vois, Mercato Luis Felipe Pogba, j'y crois. Des rumeurs sur la rumeur d'opération du genou de Pogba. Eh ben, oui, c'est pas une rumeur, c'est-à-dire qu'il s'est fait nettoyer une partie du genou, mais ça, c'est des opérations plutôt bénignes pour des footballeurs. Voilà, il se retape parfaitement, il se clean le corps. Avant de pouvoir se réathlétiser janvier-février et puis reprendre la compète en mars avec un club, c'est ce qu'il espère. Voire en juillet. Est-ce qu'on a des appels, tiens Loïc, au numéro? On peut l'afficher peut-être? Je ne sais pas si tu l'as affiché pour l'instant. Voilà, tiens-moi au courant, mon cher Loïc. Voilà le numéro qui s'affiche avec la petite tasse en plus. Ça marche bien, c'est joli ce petit habillage. Bonjour, la priorité est-elle pas de vendre sur ce mercato d'hiver? Si, bien sûr, Alex Von Tirol. Je pense que j'ai fait 2 minutes sur les possibles arrivées et 10-15 sur les possibles départs. Donc ça prouve les priorités. Alors, je trouve qu'on est ultra dépendant de Greenwood. C'est pour ça qu'on ne doit pas se découvrir offensivement. C'est pas faux, pas tout, mais le fait est que si Greenwood, admettons, fait une faute et suspendu 2 matchs, est-ce que si on te dit Jonathan Rowe le remplace dans le 11, tu te dis c'est catastrophique? Moi, je trouve pas. Effectivement, c'est moins bien et c'est pas catastrophique quand même. Alors, Zakozak, il y a une différence, je crois, sur le mercato d'hiver, c'est qu'il ne peut pas arriver après la date. Pogba peut-il arriver après le 31 janvier? C'est ta question, je le dis pour les gens qui nous regardent sur YouTube. Le chat que je regarde, il est sur Twitch. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez nous rejoindre sur Twitch. Ou continuer. Romain, tu as vu la liste de Michel pour cet été? Oui, je la connais, on en avait parlé. On avait parlé à Noël, ouais. Bon, je pense qu'il est un peu dans... Là, il rêve un peu, mais pourquoi pas en faire un de cette liste? Mais bon, quand même, qui sait?
Si c'est la même liste qu'il m'avait donnée à Noël, hein. Je crois que dessus il y avait Salah, Alexander-Arnold, Son. C'est celle-là dont on parle. Bon. On parle de Reda Benlayan pour le milieu. On en parlait déjà cet été de Reda Benlayan. Je vais demander à Loïc de jeter un petit coup d'œil là-dessus, parce que j'avoue, j'ai pas vu cette info, mais je vais me le noter aussi. Tiens, Reda Benlayan, qui joue en Serie A, si je ne m'abuse. Hein. Benlayan. Voilà. J'ai pas d'avis. Je connais pas plus que ça le joueur. Voilà. Que penses-tu de Federico Chiesa, qui n'est pas au mieux à Manchester United? Moi, je pense qu'il faut tenter le coup. Non, je pense pas. Je t'aurais dit oui cet été, mais je crois que c'est plus le même joueur. Je sais pas, il y a un truc qui va pas. Alors à moins que tu le relances totalement, mais c'était à un moment le meilleur joueur italien. En même temps, je dis non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, on en a parlé un petit peu, Corben Dallas Multipass de Scamacca. Bon, je dis pour l'instant, ça reste une humeur obscure du web, mais qui peut se développer. Je pense pas pour ce mercato-là, mais oui, ça me surprendrait pas que l'OM travaille. De toute façon, il travaille sur les joueurs italiens de base. Donc, regardez, on prend un international italien, Luis Felipe, même s'il est brésilien, mais voilà. Je suis pas sûr que Ben Layan, ça soit le profil qu'on recherche. Non. Effectivement, très Spichado. Manchester United, c'est aussi un endroit qui plante des carrières. Ouais, c'est dur Manchester United en ce moment. Non, mais pas tout. L'énorme colère de Rouli, c'est qu'il a pris un but évitable. Et quand tu es un grand pro, ce qu'il est, prendre ce type de but-là, ça fout les boules. Ça lui était arrivé à Toulouse aussi, dans des matchs maîtrisés. Vous me parlez de Zalewski. Alors Zalewski, voilà, c'est des rumeurs, sorties sur Relevo et Sport Italia, je crois. Relevo, c'est pas mal sur le mercato, ça bosse bien. C'est plutôt fiable. Après, est-ce que pour autant on va aller sur un piston parce que on m'a repris sur Twitter notamment, tiens, je salue celui qui l'a fait, sur le fait que c'est pas vraiment un piston, c'est plus un milieu ailier. Oui, Enrique aussi. Donc je pense que et Merlin aussi dans l'absolu. Donc je pense que c'est vraiment pour ce poste de piston là qu'ils sont en train de regarder ce joueur-là, qui évolue à la Roma, qui a 22 ans, qui est polonais, qui est pas mal, mais bon. Je sais que Slim Anayen, mon copain Slim, m'a dit qu'il aimait pas le joueur. Moi, je le trouve pas si mauvais. Après, c'est pas un joueur qui va changer le visage de l'équipe. Est-ce que je vois Jonathan David partir cet hiver? Non, Nico, je pense pas. Je pense pas que Lille perdra le moindre joueur cet hiver, moins de joueurs importants. Oui, Chiesa, il est à Liverpool, bien sûr. J'ai dit une bêtise? J'ai dit Manchester, ok. Pardon les copains, pardon. Est-ce qu'on a un appel? Tiens, Loïc, est-ce que tu as quelqu'un qui veut participer à cette émission? Si vous nous regardez sur YouTube, voilà, venez participer, vous pouvez appeler. Libre antenne, et on a encore une dizaine de minutes à passer ensemble. Donc, non, Anthony qui joue pas à Manchester, j'en pense quoi? J'aime pas ce joueur. Jamais trop aimé. Oh, il n'y en a toujours pas d'appel, vous êtes sérieux? Il n'y a personne qui veut appeler pour me souhaiter la bonne année? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, venez. Prenez, si vous êtes dispo, bien sûr, mais prenez votre téléphone, venez pousser un petit coup de gueule, venez nous dire les joueurs qui vous feraient rêver pour ce mercato, les postes où il faut recruter, ceux que vous voulez pas voir partir. Est-ce que vous vendriez Rongier à 30 millions? Venez me dire plein de trucs. Ce que vous voulez, ce que vous avez sur le cœur. Venez défendre une opinion, venez me parler du match du Havre. Venez faire ce que vous voulez. Tu appelles depuis tout à l'heure, Didi? C'est étonnant. Regarde, il y a un code alors, vous allez vous retrouver sur un standard numérique. Hein. Donc, vous appelez le numéro qui est écrit et puis vous notez bien le code et vous le tapez. T'as téléphoné hier? Ah bah oui, non, si t'as téléphoné hier, peut-être pas, mais voilà. En tout cas, essayez encore, venez. Moi, je boude, je fais... Ah, t'as pas mis le bon code? Ben voilà, reviens Didier OM. Il y a Didier OM qui veut appeler. On a 2 appels. Ben écoute, on va prendre le premier. Hein. Loïc, vas-y.
Le deuxième qui appelle, celui qui n'est pas pris tout de suite, reste en ligne. On va te prendre juste après. Voilà, on va prendre les 2 premiers appels. Restez en ligne, voilà, même si c'est 5 minutes dans le blanc, vous restez en ligne et puis on vous prend juste après avec Loïc. Pourquoi pas un serveur Discord, ça serait plus facile. Écoute, on fait que moi je fais ce qu'on m'a dit de faire. Hein. C'est pas tout. J'ai pas la réponse à cette question, j'y connais rien. Très honnêtement, voilà, bot-liver, mais en tout cas ta question, je l'ai relevée à l'antenne. Non, mais voilà, il y a des appels, vous inquiétez pas. C'est juste que, voilà, on se dit bon, j'appelle pas aujourd'hui, c'est comme ça. On a quelqu'un, Loïc, c'est ça? Fred qui s'abonne, merci pour ton 5e mois d'abonnement consécutif. Et c'est Michael qui a gagné le jeu du téléphone. Salut Michael. Est-ce que c'est toi Didier OM déjà? Ah non, pas du tout, non. Tu es qui toi alors? Tu es sur le chat ou pas? J'ai un pseudo, c'est Mikus, je crois, mais je suis très peu sur le chat. Ouais, ok, ça marche. Ben, en tout cas, tu es avec moi, ça fait plaisir. Bonne année à toi, merci. Tu es mon premier auditeur, entre guillemets, de l'année. Qu'est-ce que tu voulais me dire ce matin? Vas-y, fais-toi plaisir. Je voulais qu'on parle plutôt ta tactique, parce qu'hier, il y avait un petit débat sur les prises de risque et la maîtrise, entre guillemets, des matchs de l'OM. Donc, je voulais un petit peu avec plaisir avec Romain, parce qu'il n'était pas là hier soir, donc je voulais avoir son avis là-dessus. Avec plaisir. Ben, vas-y, je t'écoute. Écoute, moi je catégorise les matchs de l'OM entre les blocs bas et les matchs un peu différents qu'on a entre, tu vois, entre Monaco, Lille, Lens. Les matchs verticaux, on dirait De Zerbi. Ouais, deux types de maîtrise. Dans ces matchs-là, contre les équipes qui sont ouvertes, la maîtrise, c'est les relances de l'arrière et c'est la prise de risque, l'équilibre entre effectivement la passe ratée de Rongier et le but de Monaco et cette prise de risque-là. Et est-ce que ça, c'est une maîtrise ou une non-maîtrise qui est subie, choisie? Pour moi, c'est la maîtrise qu'on recherche dans ce type de match-là. Et à l'inverse, il y a la maîtrise dans les matchs où on joue contre des blocs bas. Et là, c'est les combinaisons, c'est le pressing. Et je sais pas ce que tu en penses, toi. Est-ce que tu as le sentiment de voir ça comme moi? Est-ce que tu penses qu'on maîtrise plutôt un des deux aspects? Ouais, c'est une très bonne question, Michael. Je vais commencer par les blocs bas, si tu veux bien. Parce que moi aussi, je suis d'accord. Hein, c'est pas les mêmes matchs, donc il faut pas les aborder totalement de la même façon. Même si je pense que De Zerbi, il a envie quand même que ça se ressemble. Mais il y a des différences. Tu as raison de les noter. Déjà, contre les blocs bas, type Saint-Etienne-Le Havre, je trouve qu'on a acquis de la patience. Mais pas de la patience molle, parce qu'au début de saison, on était patient mou. C'est-à-dire qu'on allait faire circuler, on attendait. Là, non. On essaye de jouer en 2 touches, de passer par le milieu. En fait, le plan de jeu, il est simple de Zerbi. Enfin, simple. C'est passe axiale pour Rongier ou l'autre milieu de terrain, ou un attaquant qui décroche. Passe axiale, on décale sur le côté et on revient finir dans l'axe. C'est le plan de jeu très simple de Zerbi depuis quelques matchs. Ça fonctionne bien. Donc, je trouve que sur ce domaine-là, on est en train de trouver quelque chose, notamment face aux petites équipes. Et c'est beaucoup dû à Rongier qui est très fort dans ce petit jeu entre les lignes. Les petites passes à 7-8 mètres, il en rate très peu. Donc, je pense qu'on a trouvé un truc dans la gestion du tempo et qu'on arrive beaucoup mieux à maîtriser, mais encore une fois, c'est une maîtrise. Là où on était maître du jeu, par exemple, je prends sur Angers. Angers, on domine de la tête et des épaules, on est maître du jeu. Mais on est maître du jeu mou. C'est-à-dire qu'on n'a pas de décalage, on n'a pas de prise de risque dans les intervalles, on fait 4 touches de balle au lieu d'en faire 2. Bon, c'est nul. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais une fois qu'on a dit ça, maintenant, on bascule vers le match d'avant-hier contre le Havre, où au contraire, on a ces prises de risque entre les espaces, ces interlignes, ce Nadir Rongier qui fonctionne bien, Rabiot, Greenwood qui décroche chercher les ballons, ça écarte sur les côtés, ça revient dans l'axe, ça finit. Sur ces matchs-là, moi, j'ai plus de problème et je suis plus trop stressé parce que je trouve qu'on a vraiment trouvé un truc. Notamment depuis le changement de système avec l'utilisation des latéraux. Vas-y, et puis après, on parlera des gros matchs. Non, si je peux me permettre là-dessus, moi je vois aussi une forme de réussite. Parce qu'avant le but de Rongier, on a quand même très très peu d'occasions franches, aucune, même d'opportunités, je trouve. Pas trop de tirs. Voilà, donc en fait, je pense aussi que le premier but fonctionne énormément la suite de ces matchs-là. Donc si on n'arrive pas à marquer entre guillemets tôt,
on a toujours cette problématique-là de blocage, je pense. J'ai l'impression. Ouais, je suis moins d'accord parce que on a quand même beaucoup de situations avec des Merlins qui rentrent dans la surface. Alors on n'a pas d'occasion franche, ça c'est vrai, mais tu sens qu'on va avoir des occasions. C'est pas un match où tu te dis oh là là on n'a aucune occasion. À Saint-Etienne, avant qu'on marque, on a des occasions. Je suis un peu moins d'accord avec toi là-dessus, mais c'est pas faux. C'est pas totalement faux. Il y a Rabiot qui envoie sa frappe. Il y a des trucs. Pour Rabiot pour marquer, là je vois une frappe de loin. J'ai l'impression qu'on a quand même une forme de réussite et que je suis pas sûr que ça marche comme ça dans tous les matchs. J'ai envie d'y croire. Mais tu parles du match de championnat, ouais. Ouais, moi je parlais du match de coupe à Saint-Etienne avant le carton rouge où les 20 premières minutes t'as beaucoup d'occasions. Mais c'est vrai que sur le match de championnat, je te rejoins. Je te rejoins. Mais je pense qu'on a trouvé un truc, tu vois. Après, c'est la patience. C'est-à-dire que, ok, on n'a pas d'occasion franche dans les 25 premières minutes, mais avec la maîtrise qu'on a, on arrive à débloquer, tu vois, et on le fait en première mi-temps en plus. Donc, je suis pas très très inquiet pour l'instant. Alors, c'est vrai qu'on a du réalisme. Vous avez raison, toi et Steph OM dans le chat. Et puis sur les gros matchs. Je trouve qu'on fait la même chose, mais qu'on bénéficie aussi des espaces parce que les autres ils vont pas accepter de jouer bloc bas et de se faire prendre au final. Ce que fait Lille par exemple au Vélodrome est assez louable. Ils ont fait un pressing avec les 4 offensifs, ils jouaient en 4-2-4. C'était très sympa à voir. Bravo Genesio d'avoir fait ça parce que ça nous a posé des gros problèmes. Mais du coup, la séquence avec le très beau but de Merlin, cette séquence-là, elle arrivera jamais contre le Havre. Parce que tu n'as pas ces espaces-là dans le dos de la défense, parce que tu n'as pas ces espaces-là entre les lignes. Donc, je trouve qu'effectivement, il faut trouver d'autres styles de passe, d'autres styles de relance et d'autres façons de construire ces actions. Mais on le fait plutôt bien. Hein. Les matchs à l'extérieur en sont aussi un signal. Tu vois, le déplacement à Brest, où on a vraiment joué là-dessus. Mais si on veut prendre plus récemment le match à Lens, où on n'a pas beaucoup d'occasions, mais où on marque sur des actions similaires. Voilà, je trouve que c'est quand même pas... Monaco Vélodrome, absolument, t'as raison. Mais voilà, on a deux types de matchs. Pour moi, c'est t'as raison. Deux types de maîtrise. Vraiment. Mais et ça, sur Monaco, moi, c'est un petit peu. C'est-à-dire que je suis pessimiste, mais Monaco, je pense que si on le jouait 10 fois, on le perdrait 6-7 fois, on ferait 2 matchs nuls et 7 victoires. On a vraiment eu beaucoup de résultats. Oui, je pense que c'est équilibré. Je pense que c'est un match qui peut basculer des deux côtés, mais c'est vrai qu'on avait un bon roulis ce soir-là, mais on a quand même des occasions. Donc je trouve que c'est tu peux dire 3-4-3, tu vois, 3 victoires, 4 nuls et 3 défaites. Je pense que moi je suis plus là-dessus, mais oui, c'est vrai, on l'a pas dominé de la tête et des épaules. Et ce qui est intéressant dans ton analyse sur la mise en place, le mieux, c'est-à-dire que par rapport au début de saison, les principes sont plus acceptés, on voit que le style est beaucoup plus dessiné, il y a de la prise de risque, et c'est ce qui est prévu avec De Zerbi, hein. Donc je suis pas mécontent de ça, mais la maîtrise me paraît pas encore totale. Ouais, je comprends. T'as raison. Et ce qu'il y a, c'est que et dans ton analyse, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il n'y a pas pour l'instant, allez, il y en a peut-être un ou deux, mais des matchs intermédiaires. Tu vois, où on a des équipes qui vont pas totalement se livrer. Ah si, le seul, en fait, c'est Auxerre. Et on a eu du mal. Auxerre, voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce que Auxerre, c'était bloc bas, mais pas très bas. C'était bloc à 30 mètres avec des joueurs qui vont vite. Et c'est ça qui nous a vraiment posé des problèmes. Alors, on n'en aura pas des millions de matchs intermédiaires comme ça. Reims, c'était un peu comme ça aussi. Mais Reims, au final, si tu le gagnes pas, c'est parce que tu manques ton retour des vestiaires. Mais tu as dominé dans l'ensemble. C'est de ta faute, exactement. À Strasbourg, c'est différent aussi parce que Strasbourg avait adopté ce soir-là une stratégie ultra agressive et qui a fonctionné parce que toi, tu n'étais pas dans ton match. Mais voilà, je pense que des matchs intermédiaires, je suis encore un peu... pas inquiet, mais je me pose encore la question de est-ce qu'on va savoir les gérer. Et des équipes intermédiaires dans ce championnat, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 7 gros, 7-8 gros. Même, je mets Rennes dedans parce que Rennes, avec le mercato et tout, ça va finir par devenir une équipe difficile à jouer. Mais voilà, on a les 7 premiers avec Lens, Lyon, Nice, etc. et ceux qui sont devant. Et puis, on a les nuls. Pardon de le dire comme ça, mais c'est le cas. Il y a 6 ou 7 équipes qui, tu les intervertis avec Lorient, avec Clermont, c'est pareil. Voilà, à peu près. Hein. Et puis, il y a 2-3 équipes intermédiaires. J'ai dit Reims, Strasbourg par séquence. Tu peux avoir Nantes par séquence, même si Nantes sont un peu dans la difficulté. Voilà. Et puis, t'as pas vraiment de ventre mou avec des équipes où tu te dis, bon, eux, c'est 8-10 sur Toulouse. Voilà, Toulouse.
Bah, t'as Brest, Tu... aussi peut-être. Ouais, Brest, exactement. Brest, Toulouse, on a fait le tour. Brest, Toulouse, Reims, je pense, on est sur ces équipes-là. Le reste, pour moi, c'est tout des équipes. Ah, Auxerre aussi, parce qu'Auxerre, cette saison, c'est sérieux. Mais voilà, le reste pour moi, c'est niveau Ligue 2. Donc, et c'est ces matchs-là qu'il faut à tout prix gagner, et sans aucun doute. Donc c'est bien de commencer à les gagner. Merci d'avoir été avec moi ce matin. Bah, de rien, écoute, bon courage pour la suite. Je t'en prie. N'hésite pas à rappeler, c'était très intéressant. Et puis on va prendre, s'il est toujours en ligne, le deuxième appel, Loïc. Tiens-moi au courant de tout ça. Sinon, on va conclure. Ah tiens, pour les fans de rugby, mauvaise nouvelle qui vient de tomber. C'est Charles Olivon, victime d'une rupture des ligaments croisés. Mauvaise nouvelle pour Toulon, le RCT, et mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. Voilà. Les ligaments croisés, c'est pas une bonne nouvelle pour lui, ça. Charles Olivon. Allez, on va prendre le dernier appel qui a patienté. Merci à toi. Vas-y Loïc, dis-moi de qui il s'agit. Pas la peine de rafficher le numéro du coup, s'il a toujours patienté. Ne rappelez pas, puisque l'émission va se terminer là-dessus. On prend le dernier appel avec la personne qui est déjà en attente au standard. Merci à Bernie pour son abonnement. On va envoyer tout de suite, Loïc, tu peux me la mettre à l'antenne. Quelqu'un des nouvelles de Luis Felipe, mais c'est très simple, c'est normal, ça va signer, tu sais, il y a les traditionnelles visites médicales. Il est arrivé hier à Marseille, voilà, là il est en train de très gentiment, à mon avis, à la commanderie, de signer son contrat. Après ils vont aller se faire une petite bouffe, ils vont faire peut-être la vidéo de com avec une belle image sur le terrain, un truc peut-être original. Ça va être annoncé rapidement. Bon, visiblement personne au standard, c'est pas grave, parce que de toute façon c'est la fin de cette émission, et vous retrouvez l'OM au café dès demain. L'OM au café, ça sera demain avec pas moi. Pas moi, c'est quelqu'un de très intéressant. Non, avec Slim demain, voilà, pour l'OM au café. Et nous, on se retrouvera vendredi, et on se fera le week-end ensemble, bien sûr, puisqu'il y aura le match contre Rennes, où on sera toute l'équipe du Phocéen tous autour de la table pour vivre et vibrer autour de ce match à l'extérieur, où je rappelle une stat qui va nous redonner le sourire pour finir l'émission, nous donner le sourire encore, nous le maintenir. Ce sera cette stat que je vous donne. Depuis le début de saison, on a perdu un match à l'extérieur à Strasbourg. Tout le reste, c'est que des victoires. Et on est en janvier. Voilà, c'est toujours, moi, c'est une stat qui m'impressionne. Je suis assez halluciné de cette stat. Je vous embrasse et à très vite sur le Phocéen. Et bonne année. Ciao les amis.